Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde est en mouvement et les alliances économiques se redessinent. Ainsi, lundi, à la capitale turque Ankara, une réunion de haut niveau a marqué une étape décisive pour les relations entre Rabat et Ankara. À l'ordre du jour, l'accord de libre-échange qui lie les deux nations depuis 2006. Car oui, si cet accord a indéniablement boosté les échanges, il en ressort un déséquilibre pesant et persistant. L'Office d'échange le confirme, 3 milliards de dollars au détriment du Maroc, largement imputable aux importations massives de produits textiles turcs et qui nuisent à notre industrie locale. Mais l'heure est au rééquilibrage. Comment ? Eh bien, en misant sur la complémentarité des industries de transformation. C'est ce qu'on pouvait lire dans le communiqué à l'issue de cette rencontre. Au-delà du textile, la coopération s'élargit à des domaines à forte valeur ajoutée, de l'ingénierie aux infrastructures, en passant par les services de conseil. La Turquie, avec sa stratégie africaine lancée dès 1998 et intensifiée en 2005, voit le Maroc comme une passerelle essentielle vers le continent africain. Réciproquement, pour le Maroc, consolider ses liens avec Ankara ouvre des portes vers la région eurasienne. Comment des engagements d'Ankara vont-ils concrètement transformer le paysage commercial et industriel entre le Maroc et la Turquie? Et quelles sont les implications de ce partenariat renforcé pour la position des deux pays sur l'échiquier économique régional et international? Ouvrons le débat avec nos invités. Un plaisir renouvelé d'accueillir la professeure d'histoire et sciences politiques, professeure Boutaina Ben Salem. Bonsoir. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Très heureuse aussi d'échanger avec vous sur un sujet que vous connaissez très bien. Vous êtes aussi experte des affaires turques. Avec nous aussi, puisqu'il s'agit de sujets économiques, l'expert et professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Firanou. Bonsoir. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Marhaba. Alors, il faut peut-être faire un petit rappel pour contextualiser le projet de revoir, de réviser l'accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie ne date pas de lundi, ni de 2025, il date de 2020. Son instigateur, c'était un certain Moulay Hafid Al-Alami, à l'époque ministre de l'investissement, du commerce et de l'industrie, pas dans l'ordre, mais voilà, donc c'était cela. Et il y avait déjà, professeur Firanou, un déficit commercial entre le Maroc et la Turquie. Aujourd'hui, il est à 3 milliards de dollars. Est-il soutenable aujourd'hui? Je pense que ce que vous avez évoqué est très important, c'est que ça fait maintenant 6 ans que nous enregistrons des déficits qui sont, je dirais, très importants dans le cadre de l'accord de libre-échange avec la Turquie. Bon, oui, aujourd'hui, on est à 3 milliards de dollars, mais je pense que le pic a été au niveau de 6 milliards. Je ne me souviens pas, est-ce que c'est 2022 ou 2021? On est arrivé à peu près 6 milliards de déficit avec je dirais, le partenaire turc. Et donc là, bon, la sonnette d'alarme a été, je dirais, tirée au clocher, je pense, durant l'ancien gouvernement. Et bon, on a pu, je dirais, commencer les négociations avec la Turquie pour pouvoir un peu revoir ce cadre de libre-échange qui date de 2006. Mais permettez-moi de dire un mot très important, c'est que l'accord, normalement, devait être revu, ça fait quelques années, je dis 5 ans ou 4 ans au minimum. Pourquoi? Parce que si on décortique un peu cet accord, on va voir sur le plan économique, je parle, parce qu'il y a des accords que le Maroc élabore de façon stratégique, de façon politique, pour des raisons qui ne sont pas économiques. Moi, je parle uniquement sur le plan économique. Et donc, sur le plan économique, si on décortique un peu les 15 pages de l'accord, on va voir que c'était réellement au détriment de l'industrie marocaine. Et donc là, avec une vision un peu plus approfondie, on va voir qu'il y a l'industrie qui a été touchée de façon, je dirais, très néfaste, et surtout l'industrie textile qui n'a pas pu résister à la concurrence turque, et également tout le secteur industriel qui a, ou cartonne, je dirais, la Turquie, on pourra après décortiquer, parce que la Turquie utilise parfois des stratégies de subvention qui permettent un peu de la rendre plus concurrentielle en termes de, je dirais, de compétitivité prix que le Maroc, et également en termes de compétitivité, même qualité, ça veut dire par rapport... Le Maroc avait relevé justement ces pratiques anticoncurrentielles, notamment de dumping. Oui, mais ça n'a pas été prouvé au niveau international. Et on va revenir un peu sur la question de Peugeot, la question de un peu ce qui a été fait au niveau national et un peu le recours à l'international, mais ça n'a pas abouti parce que les stratégies de subvention de la Turquie, ce sont des stratégies qui sont bien ficelées. Mais si on dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on revoit cet accord de libre-échange, on va voir qu'il était, je parle du secteur industriel, parce que oui, pour le secteur agricole, nous avons gardé quelques avantages pour le Maroc, mais croyez-moi, l'agriculture marocaine ne pourra pas concurrencer avec l'agriculture
turque. Et donc automatiquement, même si on était un peu avantagé, protectionniste sur le plan agricole, le secteur industriel a payé un peu les pots cassés. Exact. Même dans les secteurs d'investissement, excusez-moi, mais on ne va pas uniquement voir le commerce international, mais même dans le secteur d'investissement, les Turcs étaient très intelligents. Ils sont rentrés dans le domaine de distribution, ils sont rentrés un peu dans le domaine du BTP, donc de la construction et aussi de l'infrastructure. C'est là où ils sont plus compétitifs par rapport aux entreprises marocaines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises qui sont compétitives au niveau national, mais les Turcs, ils sont très forts dans ces domaines-là. Et donc, l'accord implicitement en 2006, je pense que c'était suffisant jusqu'à 2016 pour pouvoir un peu revoir cet accord et le prendre un peu à l'avantage du Maroc. Je rajouterai un élément, et peut-être on va le débattre tout à l'heure. Maintenant, je pense que le Maroc est arrivé à une certaine maturité. Ce n'est pas un acteur simple au niveau régional. Et donc là, c'est légitime qu'on fasse aussi comme ce que fait les États-Unis. On calcule un peu les élasticités à l'exportation, les élasticités à l'importation. On regarde un peu les échelles, je dirais, commerciales qu'on peut avoir et on peut négocier les tarifs douanières. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir le même raisonnement qu'on avait en 2005-2006. Je sais que c'est une conjoncture à l'époque où on était en train de lancer le plan émergence, on était en train de lancer le plan industriel, tous les plans sectoriels qui ont été mis en place, c'est entre 2000 et à peu près 2006. Mais aujourd'hui, nous sommes différents. Et donc là, il faudra qu'on renégocie de façon différente. Et regardez, si je prends l'exemple de Trump, lorsqu'il a mis un peu la guerre tarifaire avec la Chine, c'était de façon scientifique, à travers des indicateurs qui ont été bien établis, que ce soit les élasticités à l'importation, à l'exportation, les effets de taille, les effets d'échelle, les impacts douaniers, etc., sur les prix, etc. Tous ces éléments, ils ont été analysés. Maintenant, la question qui se pose, dans les négociations actuelles, y a-t-il ce type de raisonnement ? On va rester sur les mêmes raisonnements qui ont été établis en 2006, en 2007. Parce qu'on parle aussi d'agriculture, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien de concret, on attend du concret dans les mois à venir, mais ce qui ressort de cette réunion, il faut le dire, il y a des décisions qu'on a qualifiées de fortes dans le communiqué à l'issue de cette réunion. On parle quand même d'un accès préférentiel élargi pour les produits agricoles sur le marché turc. Bouteiba Ben Salem, que représente aujourd'hui ce genre de secteur dans une économie qui est clairement orientée vers les industries à très haute valeur ajoutée, on l'a vu. Et qu'est-ce qui différencie ce modèle turc par rapport à d'autres marchés que fournit le royaume, notamment en produits agricoles? D'accord. Moi, je vais remonter un petit peu historiquement à notre partenariat avec eux. Alors, on a eu le premier accord commercial dans les années 80. Et les échanges, ils n'étaient pas très diversifiés. Le flux, il était très bas. Mais à partir des années 90, avec l'ouverture du Maroc, ça a commencé, et les réformes, ça a commencé à se développer plus. Alors, quand est-ce qu'on a remarqué vraiment que les choses ont vraiment changé? Enfin, déjà à l'époque, on importait plus de chez eux qu'on exportait. Mais il n'y avait pas une grande différence. Mais à partir de 2004, une fois qu'on a mis l'accord et qu'il a été mis en œuvre en 2006, là, on a remarqué que chaque année, leur exportation vers le Maroc augmente par rapport à l'exportation marocaine envers eux. Mais le plus gros problème, et vous avez bien fait de le signaler auparavant concernant l'amendement qui avait été demandé il y a 5 ans, c'est le textile. Ils sont très performants, c'est des producteurs de textiles et même les entreprises marocaines, elles comptent beaucoup sur le textile turc. Donc c'est ce qui fait qu'il y a vraiment ce problème-là. Et aussi, il y a des approches différentes parce que d'un côté, les Marocains, ils mettent le tarif par exemple sur tous les produits qui sont finis, c'est-à-dire manufacturés, et les produits bruts, non. Les Turcs, c'est le contraire. Les produits qui sont bruts, ils mettent un tarif sur eux, les autres, non. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que les deux pays ont beaucoup de similitudes. Hein. C'est des pays agricoles. Ils ont presque, sur certains secteurs, ils sont sur la même ligne. C'est ce qui fait que peut-être la demande aussi des produits qu'exporte le Maroc n'est pas vraiment dans le marché turc parce qu'elle existe déjà. Donc peut-être qu'il fallait voir aussi qu'est-ce qu'on pouvait exporter. Et il y a aussi les produits agricoles. Leur problème, c'est qu'ils ont des freins techniques hein, quand ils arrivent. Ça les bloque aussi un petit peu. Donc je pense qu'il faut peut-être revoir
l'accord, mais de manière à aussi donner au Maroc l'opportunité de rentrer dans le marché qui est très Avec important quoi aussi. Au-delà des produits agricoles, est-ce que déjà les produits agricoles peuvent réduire ce déficit commercial de 3 milliards de dollars actuellement? Non, pas vraiment. Et ils sont beaucoup plus performants que nous sur certains secteurs. C'est pour ça que Qu'est-ce qui fait, alors juste pour rappel, parce que vous avez fait un rappel historique, qu'est-ce qui fait la particularité de l'industrie turque aujourd'hui, Tina Ben Salam? Est-ce que ce sont les subventions, comme l'a rappelé professeur Ferrano, mais pas que? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y ait des capitaux pour investir dans l'industrie turque? Ils sont très performants. Il faut leur accorder ça. J'ai remarqué que dans l'espace de 5 ans, il y a des industries où on était presque sur le même point, le même niveau. Après 5 ans, ils nous ont dépassés sur certaines choses. Ils ont une politique très, les Anglais diraient hawkish. Elle est extrêmement agressive. Et on est vulnérable face à ça. Le Maroc en général est vulnérable face à ça. Pas simplement en face de la Turquie, mais les États-Unis aussi. L'accord de libre-échange avec eux, on est déficitaire. La Chine, on est déficitaire. Mais bon. Après, pour les États-Unis, l'accord de libre-échange, et pour d'autres considérations, pas vraiment commerciales. Mais force est de constater qu'effectivement, on a eu dans le passé un problème dans nos négociations des accords de libre-échange que le Royaume a signés avec différents partenaires. Et il faut rappeler que le Maroc quand même a le plus d'accords de libre-échange en Afrique avec différents partenaires, que ce soit aux États-Unis, la Turquie, l'Union européenne. Mais parfois, ça joue en défaveur du produit local made in Morocco, quoi. Effectivement. Et il y a aussi le fait que il faut vraiment renforcer le marché marocain. On ne peut pas dire autrement. Il faut vraiment être compétitif, surtout en ce qui concerne le marché global. Mais quand on parle, mais je parle là sous l'autorité de mon collègue qui est professeur d'économie, quand on voit les rapports commerciaux, je pense qu'il faut voir aussi the big picture, pas simplement le déficit, parce qu'il y a vraiment des échanges, il y a beaucoup d'opportunités pour travailler ensemble. Et ce qui est intéressant aussi avec les deux pays, c'est qu'il y a vraiment une volonté de travailler ensemble. La coproduction pourrait être quelque chose d'intéressant pour les deux pays. Est-ce que les Turcs pourraient coproduire? C'est pour ça que je vous interpellais sur le modèle turc, sur le modèle économique turc. Est-ce que le Turc est prêt à coproduire? Alors qu'on connaît déjà cette fibre nationaliste qui caractérise les Turcs et la Turquie par ricochet, naturellement. Je pense peut-être que la coproduction permettrait aux produits marocains de rentrer plus dans le marché turc, parce que ça va être une production des Marocains et des Turcs. La seule chose qui pourrait être un peu difficile dans cette approche-là, c'est que pour pouvoir avoir ça, il faut vraiment avoir de bonnes infrastructures, il faut avoir des administrations qui sont flexibles et qui facilitent les démarches, et surtout, un pouvoir judiciaire capable de protéger les investisseurs. Donc là, on est en plein dans le doing business, parce que l'une des solutions qui avait déjà à l'époque été proposée par Moulay Hafed Al-Alami, c'était d'équilibrer, c'est-à-dire on continue d'importer, mais en même temps, ils s'engagent à investir, c'est-à-dire que ce sont des industriels turcs qui s'engagent à investir dans le royaume pour produire ici, pour justement créer des emplois, créer de la valeur ajoutée. Professeur Ferrano, vous m'avez interpellé sur une question qui est très importante pour moi. C'est pas ça, c'est par rapport au modèle économique. Oui. Et donc c'est une question qui a attiré, je dirais, ma soif par rapport à une réponse que j'aimerais formuler. Le modèle turc est un modèle qui s'est inspiré largement du modèle allemand en termes industriels. Et si vous regardez les produits turcs qui sont réalisés, vous allez trouver qu'il y a une très grande similitude avec la façon de faire allemande. Et ça, c'est très important à savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons un modèle très différent. Je vais vous dire tout simplement, le Maroc, il a essayé de calquer un peu le modèle asiatique. Ça veut dire, nous avons fait ce qu'on appelle la remontée technologique. Regardez ce qu'on a fait dans l'industrie automobile. Nous avons on a pris un peu la gestion déléguée, si on peut dire ça, la délocalisation, etc. Et on a remonté un peu, on est remonté dans la filière. Par contre, les Turcs, dans un modèle allemand, ils sont dans une conception différente. Ils sont dans une conception qu'on appelle, nous, une version intégrée sur le plan vertical. Ça veut dire qu'ils prennent la filière tout entière. Et l'exemple ici, c'est qu'ils ont pu produire un moteur, une voiture tout entière qui est turque.
ils sont en train de cartonner dans plusieurs secteurs. Vous les retrouvez dans l'électroménager, vous les retrouvez même dans les industries d'armement, défense. Et donc là, c'est un modèle qui permet premièrement une gestion, je dirais une intégration verticale, mais également ils sont en train de partir dans une intégration horizontale. Ça veut dire qu'ils sont en train de calquer, je dirais de façon exacte, le modèle allemand. Surtout qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Voilà. Peut-être. Voilà. Ce qui a permis, ce qu'a dit ma collègue, je suis tout à fait d'accord, je vais juste utiliser des termes différents, ce qu'elle a évoqué comme étant performance, ça veut dire la productivité. Ils ont une productivité très élevée, que ce soit du capital humain, mais également du capital physique. Oui. Et ça, c'est très important. Et donc, le Maroc, lorsque vous allez rentrer avec eux dans la concurrence, normalement, et là, c'est l'économie qui parle, les effets Marshall-Lerner ou les élasticités, ils vont donner gain à qui ? À la Turquie. Et c'est ce qui est arrivé réellement. Et donc là où vraiment on peut être avantageux, c'est quoi? C'est qu'on essaye, premièrement, d'attirer leurs IDE, ça c'est très important. Les investissements. Voilà, les investissements. D'où une réforme aussi du système judiciaire pour attirer davantage d'investisseurs. Il faut les attirer avec le savoir-faire, parce qu'ils ont un savoir-faire qui a été capitalisé dans plusieurs secteurs. Je parle surtout de l'industrie. Et donc automatiquement, ça va permettre de réduire le gap, si on peut dire ça, entre l'industrie marocaine et l'industrie turque. Également, ça permettra d'augmenter le capital humain. Parce que si vous comparez les deux, oui, le Maroc a un capital humain, mais on a un seuil, je dirais, 0,5 par rapport à l'indicateur qui est publié par la Banque mondiale. Donc ça veut dire que Erdogan abandonne son modèle économique appelé non orthodoxe, chose qu'il a déjà entamée au vu de la pression aussi que subit l'économie turque, notamment avec la dévalorisation de la monnaie, mais pas que. Ça, c'est un autre problème. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que, en s'ouvrant comme ça, parce que ça c'est soulève une question importante. La Turquie passe par un problème que nous, on connaît en économie qui est un peu bizarre. C'est que vous avez une dévaluation avec une inflation. Exact. Ça veut dire à la fois vous êtes en train de dévaluer, mais avec une inflation qui augmente de façon, je dirais, exponentielle. On a atteint à peu près des taux qui voisinent les 60, entre 40 et 60%. Aujourd'hui, je pense, on est à 47%. Voilà. Et donc là, le problème, c'est quoi? C'est que malgré que nous avons cette inflation qui est galopante au niveau de la Turquie arrive à exporter au Maroc. Et c'est ce qui est bizarre, parce que normalement, si l'inflation était à un niveau très élevé, je dirais, sur les outputs, même les produits finis ou les produits intermédiaires, le Maroc, normalement, devrait avoir une stratégie différenciée. Ça veut dire qu'il devrait chercher des produits qui sont... Mais le problème, c'est que la Turquie était très intelligente, comme je l'ai dit. Elle est rentrée dans des secteurs où nous n'avons pas la capacité d'avoir une concurrence, une industrie très concurrentielle. Exemple, c'est ce que vous avez cité, chers collègues, c'est l'industrie textile. Là, aujourd'hui, elle nous domine de façon exorbitante. Mais le Maroc ne représente que 1,5% du total des exportations turques. C'est pour ça que moi, ça m'interpelle. Pourquoi la Turquie va vouloir revoir un accord de libre-échange qui lui est d'abord favorable, qui représente que 1 ou 1,5%? Mais la position du Maroc, c'est clair. Laquelle? Tout le monde aujourd'hui, il sait très très bien. Regardez, hier, on avait la création de l'usine pour la création des batteries chinoises et CNGR, si je me souviens, les deux. Et donc là, qui va pousser la Chine à venir produire 24% de sa production mondiale ici au Maroc? C'est la position du Maroc. C'est clair, vous avez une chaîne logistique, vous êtes très proche des États-Unis, vous avez un très beau accord avec les États-Unis et avec l'Union européenne, vous allez respecter les conditions qui commencent à être exigées par l'Union européenne en matière de CO2, carbone, etc. De taxes carbone. Et donc là, vous êtes en position de force. Même la Turquie voudra rester connecté avec le Maroc, même si le gain n'est pas très important, avec 1,8% d'exportation que représente le Maroc dans l'économie turque. Et donc là, oui, sur le plan valorisation, sur le plan quantité, on n'est pas énorme pour la Turquie, mais en termes géopolitiques, et je pense, je vais laisser ma collègue parler de ça, sur le plan géopolitique, le Maroc est très important, surtout en Afrique. Professeur Ben Salem. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec mon collègue. Là, c'est eux qui nous voient de manière stratégique, plus que commerciale. On est une plateforme pour eux qui est très intéressante, que ce soit au niveau de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Atlantique. Et puis, il ne faut pas oublier que par rapport à eux, on est aussi ouvert sur l'Atlantique. Et ça, c'est très important. Un port sur l'Atlantique, un accès sur l'Atlantique pour une Turquie qui se projette en Afrique, qui se projette dans le monde, c'est quelque chose. C'est surtout l'erreur des Ottomans. C'est-à-dire, je pense que, pas moi, mais j'avais lu ça et c'était une très belle analyse, que l'une des raisons, parmi d'autres, parmi de nombreuses raisons qui ont fait que l'Empire ottoman s'est affaibli, c'est qu'il n'a pas eu accès à cet Atlantique.
qu'ils ont dévalorisé finalement la valeur de cet océan et de cet espace atlantique. Donc l'ouverture sur l'Atlantique du Maroc est un avantage pour les Turcs. Pour eux, et même rentrer dans le Maroc pour pouvoir, comme l'a bien dit mon collègue, aller vers l'Europe, aller vers l'Afrique, aller vers les États-Unis, ça leur donnera une projection qui est très intéressante pour eux. Et je pense que c'est ce qui les intéresse. La seule chose qui les bloque, c'est peut-être qu'il y a une méconnaissance du Maroc. Ils ont plus une connaissance des autres pays, notamment nos voisins, parce qu'ils étaient sous occupation ottomane. D'ailleurs, ils investissent plus chez nos voisins que chez nous, tout à fait. malgré notre accord avec eux. Mais il y a une méconnaissance totale du système, de la mentalité des gens, même au niveau des accords. Moi, je vois juste au niveau des accords, par exemple, universitaires ou de la collaboration. Il y en a, mais c'est très peu. Il y a 4000 étudiants, en tout cas selon les chiffres de 2023, 4000 étudiants marocains en Turquie. Ça a commencé, mais c'est pas vraiment. On voit pas de diplôme conjoint, de conférences. On essaye, mais il y a toujours ce blocus un peu historique. Voilà, ou psychologique. Je rajoute même l'anecdote, c'est que si vous partez aujourd'hui en Turquie, le Maroc, c'est pas le Maroc, c'est Fès. Mais C'est le terme c'est le nom. Ça veut dire qu'il y a un effort même culturel qu'il faut établir au-delà de l'économique, au-delà des partenariats, c'est qu'il faut que on change la conception des Turcs par rapport au Maroc. Il y a un effort qui doit être déployé. Je ne dis pas uniquement par le Maroc, mais également par les Turcs. Et également, il faut se dire peut-être que c'est eux qui sont demandeurs. Hein, oui, tout à fait. De l'évolution des choses. Je pense que même les propos de ma collègue, ils ont attiré quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les industries turques, ils sont en train de converger vers les énergies renouvelables, les voitures électriques, etc. Le Maroc, pour eux, dans le futur, dans 10 ans, ça sera un allié très important. On a parlé tout à l'heure le partenariat avec la Chine. On projette dans 15 ans d'arriver à 120 000. Donc ça veut dire que la moitié de ce que produit la CNGR va être produit au Maroc. Est-ce que ce n'est pas un atout pour les Turcs? Mais c'est très important. C'est un atout aussi pour le Maroc de faire valoir aussi sa parole et de rappeler aussi que la cause nationale reste le prisme par lequel le Maroc regarde les partenariats internationaux. Ça, ce n'est pas négociable. Ça, ce n'est pas sur la table de négociation. Le Maroc, l'intégrité territoriale du Maroc n'est pas négociable. C'est un tout, prendre ou à laisser. Ça veut dire si demain vous voulez négocier avec nous, ça sera une négociation. Ça, ce n'est pas un point à négocier. C'est un point qu'il faut le prendre comme ça. Et donc, automatiquement, si vous voulez avoir cette position stratégique, bénéficier un peu des richesses du Maroc, énergétiques, etc., je dirais que c'est légitime qu'il faut respecter l'intégrité territoriale. Sinon, il n'y aura pas de négociation. Professeur Ben Salem, pour clore ce débat. Je pense qu'ils sont très conscients de cela, les Turcs. Ils sont vraiment très curieux de ce qui se passe au Maroc. Et ils savent que la question du Sahara est très importante pour nous. D'ailleurs, ils essayent d'équilibrer leur rapport avec l'Algérie pour ne pas, par exemple, au niveau de la vente d'armes, ils essayent quand même de faire attention à ça. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est leur industrie militaire. C'est quelque chose vraiment sur quoi j'encourage le Maroc à s'aventurer, puis à travailler beaucoup sur ça. Et puis, il ne faut pas oublier les ports. Les ports sont très importants, les accès aux ports. On voit souvent des pays prendre le contrôle de certains ports pour prendre le contrôle des routes commerciales. Et la Turquie se projette comme ça. Hein. Son plan, ce n'est pas à court terme, son plan, c'est à long terme, un peu comme les Chinois c'est une stratégie qu'on appelle de l'eau, c'est-à-dire qu'on vient, on occupe l'espace doucement, mais il faut quand même aussi faire attention. Dans quel sens faire attention? Bien, les Turcs sont très pragmatiques. Hein. Ils n'ont ni émotion ni rien. C'est normal en politique, vous me direz. Mais eux, ils ont une capacité, rien qu'à les voir. Ils traitent avec la Russie, ils traitent avec l'Ukraine, ils traitent avec la Syrie. Ils ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. On a ça aussi en commun, pour le coup. Vous le signalez. Le multilatéralisme turc ressemble dans beaucoup d'aspects au multilatéralisme marocain. On a beaucoup de points en commun. Je pense que si on arrive quand même à travailler ensemble, on fera de belles choses. Voilà. On finira sur une note positive. Un mot de la fin, Zakaria Un mot de la fin, je dirais que certes, les avantages comparatifs entre les deux pays n'existent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas un avantage particulier à donner aujourd'hui, peut-être l'énergie demain, renouvelable. Mais aujourd'hui, les avantages n'existent pas. Ça veut dire qu'il faut trouver un terrain d'entente parce qu'on est dans la même position stratégique.
D'accord. Et cette négociation doit être menée par le gouvernement de façon très intelligente. Et parfois, il faut sortir des armes qui sont très importantes, comme ce qu'a fait Trump. Et que ce soit transverse, c'est pas que le commerce, la culture aussi. Et puis, on a beaucoup aussi à prendre et à s'inspirer de soft power turc à travers ces fameuses séries turques. Tout à fait. N'oubliez pas, je rajoute un mot, il y a le port de Nador qui est très important pour les Turcs. Parce que c'est de là où va transiter la plupart de l'énergie. Exactement. Merci. Merci beaucoup, professeur Zakaria Ferrano. À vous également, professeur Boutaina Ben Salem. Voilà, c'est la fin de cet épisode de questions d'actu. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.